m'entendre? Ça va bien, Ah, je remets mon son. Ça va, tu m'entends bien? pas de problème. Bon, super. Les internes sont en train de se reconnecter. Parfait. Bon, je te remercie beaucoup, d'avoir accepté, de nouveau notre sollicitation avec Charlotte. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc ce matin, les collègues ont eu déjà, 2 topos. Le premier sur les interruptions volontaires de grossesse et le deuxième, c'est une collègue de Bordeaux, Anane Bouchgouche, a proposé du coup le suivi du premier trimestre de grossesse. Mmh. Et donc là, cet après-midi, j'attends qu'ils soient un peu plus nombreux pour te présenter, mais du coup, on te remercie d'avoir, refait le cours qui avait été très apprécié, les années précédentes. Eh ben, parfait. Parfait, parfait. Je vois qu'en effet, les internes sont en train d'arriver. Voilà, ils sont plutôt autour de 80 à peu près. Ils sont ponctuels aussi. Donc normalement, on avait prévu à peu près 1 heure et demie pour ton cours. C'est ce que tu avais fait l'année dernière? Oui, je pense, on va tenir entre 1 heure et quart et 1 heure et demie. Voilà, bah, écoute, ça sera super. Comme ça, il y a une petite pause après et puis on terminera avec les derniers topos sur, diabète et grossesse, thyroïde et grossesse. Si tu l'acceptes, je si tu es d'accord pour m'envoyer le PDF de ton cours, comme ça je pourrais le mettre en ligne sur une S, ensuite. Pas de problème et j'ai donné mon autorisation aussi à l'AIGM, je crois, pour l'enregistrement. C'est très gentil de ta part. Comme on disait ce matin avec Charlotte, c'était une demande des internes les années précédentes de pouvoir avoir des enregistrements, pour ceux qui n'avaient pas réussi à suivre tous les cours, bien que comme tu vois, ils sont quand même, quasiment tous connectés, mais même pour pouvoir les revoir après, c'était plus clair pour certains d'entre eux. Ils étaient assez demandeurs. Donc, le Collège national des enseignants de gynécomède, on avait, finalement pas décidé d'enregistrer nous-mêmes parce que rien que pour la mise après en ligne sur UNES, c'est des fichiers très lourds, donc c'est assez chronophage. Mais on avait dit aux internes que s'ils étaient d'accord pour s'organiser et le faire, en tout cas, on n'y voyait pas d'inconvénient, à condition que les intervenants avaient donné leur accord au préalable. Mais, du coup, c'est top. Bon, bah, je propose qu'on commence, pour pas commencer en retard. Donc, voilà, nous remercions, grandement, docteur Alexandre Vivanti, qui est un collègue de Charlotte, hein, en fait, à Clamart, d'avoir accepté, de présenter ce cours, de nouveau cette année sur les grossesses arrêtées, les grossesses de localisation indéterminée et les grossesses extra-utérines. Donc si tu veux, moi, je peux rester connectée. Je ne sais pas si tu préfères qu'on fasse les questions, plutôt à la fin ou au fur et à mesure. Si tu veux que je regarde le chat, tu me dis. On peut faire en temps réel, mais surtout, je pense que les internes peuvent prendre la parole de façon, heu Ouais, heu, directement, c'est d'autant plus oui. sympa. Mmh. Sans problème, sans problème. Comme ça, on prend les questions au fur et à mesure sans nécessairement passer par le chat. N'hésitez pas, vous m'interrompez. Je ne me OK. vexerai pas. Et ben, c'est Ah, parfait. Je te remercie beaucoup. super, allez, on y va. Donc, en effet, aujourd'hui, on va parler de plusieurs topics premier trimestre orientés sur les diagnostics de grossesse arrêtée, localisation indéterminée de grossesse extra-utérine, avec les enjeux associés. Vous verrez à travers de ce cours que, indépendamment du diagnostic posé, il va y avoir des attitudes communes à mettre en place de façon systématique. On n'insistera jamais assez sur la notion d'information, la notion de recueil de consentement et la notion d'empathie qui sont la base de la prise en charge en médecine d'une façon générale et encore plus dans un contexte de grossesse non évolutive au premier trimestre que ça concerne les grossesses extra-utérines ou les grossesses arrêtées. Et on fera un petit focus dessus, sur l'information patiente, pareil. De la même façon, vous verrez que le dosage des HCG, d'abord un test semi-quantitatif urinaire puis plasmatique, va nous permettre de positionner notre diagnostic et également d'orienter la prise en charge qui en découlera.
De la même façon, quand on reçoit une patiente sur le secteur des urgences, ou même en consultation, ça peut être en médecine de ville, une patiente qui présente des métrorragies et ou des douleurs pelviennes doit avoir systématiquement une évaluation de son état hémodynamique par une mesure de pression artérielle et de fréquence cardiaque. Et je dirais même que c'est la base de la prise en charge et euh, toute patiente doit avoir ces examens pour pouvoir apprécier la notion d'urgence. Euh, et enfin, un tout petit focus, mais on pourra débattre de cet enjeu, la question de la prévention de l'alloimmunisation Rhésus chez les patientes de Rhésus négatif, avec Rhésus fœtal indéterminé sur le premier trimestre, et des mesures à prendre en place pour prévenir cette alloimmunisation, sachant que des recommandations ont été émises en 2024. Euh, voilà, on pourra tout à fait avoir cet échange par la suite. Alors, les saignements du premier trimestre, c'est vraiment une situation fréquente, d'où l'intérêt de passer 1 heure et demie à disserter sur ce topic, puisque ça concerne jusqu'à un tiers des grossesses. Et de façon systématique, et ça a été réaffirmé par les recommandations du CNGOF de 2023 maintenant, avant de s'orienter sur les causes de la grossesse, il est fondamental d'éliminer une cause cervicale qui est un diagnostic différentiel mais potentiellement dévastateur. Et je pense notamment au cancer du col. Et donc ça passe par la réalisation d'un examen sous spéculum et ça a été repositionné encore une fois par les dernières recommandations. Alors évidemment, il y a des diagnostics différentiels qui sont moins inquiétants, comme l'existence d'un ectropion ou d'un polype endocervical accouché par le col, qui peuvent être source de saignement d'origine cervicale, qui doivent faire l'objet d'une élimination en tant que diagnostic différentiel. De la même façon, quand vous prenez en charge une patiente pour un saignement d'origine génitale au premier trimestre, on va s'enquérir d'un certain nombre de questions dans le cadre de l'interrogatoire. Évidemment, la date des dernières règles qui nous permet d'effectuer une datation enfin, un terme théorique de début de grossesse. Et puis, afin de personnaliser le soin et également d'orienter la question sur la recherche d'une éventuelle grossesse extra-utérine, on va s'enquérir d'un certain nombre de facteurs de risque, comme bah, tous ceux qui peuvent avoir un impact sur la mobilité tubaire, et augmenter ce risque de grossesse extra-utérine. Alors, on citera évidemment l'antécédent de grossesse extra-utérine, mais un antécédent d'infection génitale haute multiplie par 6 le risque de grossesse extra-utérine. Et les autres facteurs de risque, vous les connaissez globalement bien. Euh, voilà pour les facteurs de risque. Concernant les saignements, c'est important de s'enquérir de la qualité de ces saignements. Évidemment, la notion d'abondance est importante et vient en reflet de l'état hémodynamique. Mais l'aspect et la quantité de saignement peut parfois être totalement dissocié du diagnostic étiologique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des patientes avec grossesse arrêtée et des saignements extrêmement modérés, et parfois des patientes avec grossesse évolutive et des saignements abondants. Donc ne préjugez pas, en tout cas, du diagnostic. On va également s'enquérir ben voilà, de rechercher des signes associés, l'existence de douleurs pelviennes. On précisera évidemment la localisation, l'intensité et le type de douleur. Le caractère éventuellement intermittent, le caractère d'installation rapidement progressive ou même de coups de tonnerre dans un ciel serein, qui pourrait signer une éventuelle rupture tubaire en cas de grossesse extra-utérine rompue. On interrogera sur les signes éventuels sympathiques de grossesse. Alors, je dirais que ces signes sympathiques deviennent quasiment accessoires quand on a l'information que la grossesse est réelle par le dosage des HCG urinaires. Néanmoins, des signes exacerbés sympathiques de grossesse peuvent être évocateurs de pathologies plus rares mais potentiellement embêtantes, comme l'existence d'une molie datiforme associée à un taux d'HCG extrêmement élevé. On peut avoir également un renforcement des signes sympathiques de grossesse en contexte de grossesse multiple ou hypermultiple. Donc voilà, ça mange pas de pain, posez la question. Viendra ensuite le temps de l'examen physique, qui comportera
une palpation abdominale à la recherche d'une douleur, d'une défense, voire d'une contracture. Heu, la recherche, de signes d'irritation péritonéale. Pensez à poser la question chez ces patientes si elles ont des douleurs projetées dans les épaules, qui peut, être en reflet de l'existence d'un hémopéritoine. Toute patiente qui saigne, je vous l'ai dit en préambule, doit pouvoir bénéficier, en tout cas, il faut l'informer qu'il y a une indication de réalisation d'un examen sous spéculum, ne serait-ce que pour apprécier l'abondance du saignement, rechercher un éventuel tissu trophoblastique en voie d'expulsion, ou d'un diagnostic différentiel type cancer du col, on l'a mentionné. Et la réalisation d'un toucher vaginal est à pondérer, elle ne doit pas être systématique. Et comme je vous l'ai dit, des recommandations ont été émises par le CNGOF en partenariat avec un certain nombre de sociétés savantes que vous reconnaîtrez sur la droite de l'écran, et ont repositionné justement l'examen pelvien en contexte de saignement et ou de douleurs pelviennes au premier trimestre de la grossesse. Donc vous voyez que c'est les recommandations actuelles, hein, la tendance est de faire du format ce qu'on appelle PICO, avec une question qui est posée, et puis une intervention qui est l'examen pelvien. Et derrière, on compare un traitement standard versus le traitement, traitement de référence, enfin traitement, l'intervention qui nous intéresse versus prise en charge standard. Et ce qui apparaît, c'est que l'échographie pelvienne au premier trimestre de la grossesse, dans le contexte de métrorragie ou de douleur, fait bien mieux que l'examen pelvien à proprement parler. Donc, évidemment, l'échographie, notamment l'échographie endovaginale et le prolongement de votre examen clinique, doit être proposé de façon systématique au premier trimestre de la grossesse pour avancer sur le versant diagnostic. Et notamment pour poser un diagnostic de grossesse extra-utérine, qui soit rompu ou non rompu. Et si vous ne disposez pas d'un appareil d'échographie au moment où vous prenez en charge ces patientes, dans ce cas-là, l'examen pelvien reste indiqué. Mais l'examen échographique est bien évidemment prioritaire. L'examen sous spéculum, lui, est fondamental pour les raisons que je vous ai euh, précisées. Euh, Il doit être réalisé de façon systématique en contexte de saignement. En revanche, le toucher vaginal, lui, n'est pas recommandé euh, en première intention. Donc, examen sous spéculum en cas de saignement, oui. Toucher vaginal, il est même recommandé de ne pas réaliser de toucher vaginal, sauf en cas d'absence de localisation de la grossesse à l'échographie ou en cas d'impossibilité de réaliser une échographie. Donc, vous voyez que ce dogme, enfin, vous êtes relativement jeune puisque vous êtes en formation, mais ce dogme qui était de réaliser un toucher vaginal systématique chez les patients aux urgences symptomatiques est complètement remis à plat, notamment parce que sa capacité, sa valeur diagnostique est très faible comparée à l'échographie qui aujourd'hui est disponible de façon tout à fait standardisée dans l'ensemble des structures de soins. Donc l'échographie pelvienne, est fondamentale. Ses objectifs, c'est poser un diagnostic, donc diagnostic étiologique positif, vous aider sur le plan de l'évaluation pré-thérapeutique, et on va notamment le voir en ce qui concerne le diagnostic de grossesse extra-utérine. Et le positionnement de l'échographie pelvienne est également intéressant pour le suivi à distance de la prise en charge. Voilà. Alors, si vous êtes au premier trimestre de la grossesse, que vous avez une patiente symptomatique, saignement et ou douleur, on propose cette échographie. La première question qu'on va poser à l'échographie, c'est: la grossesse est-elle intra-utérine, oui ou non? Si on a une grossesse intra-utérine confirmée, et on verra comment, la deuxième question qu'on va poser, et c'est souvent la source d'angoisse pour les patientes, c'est de savoir si cette grossesse est évolutive. Ce qui veut dire, c'est que ce que ça traduit, c'est qu'une patiente qui vient aux urgences avec une symptomatologie, il faut les informer que notre job est avant tout d'exclure une grossesse extra-utérine, puisque c'est la pathologie qui peut les mettre en danger. À partir du moment où on a exclu la grossesse extra-utérine, on se pose la question de l'évolutivité de la grossesse.
Et une grossesse non visualisée en intra-utérin, ça aussi c'est un dogme, il faut considérer que c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Et donc tous les efforts doivent être fournis dans un intervalle de temps assez court, et on va revoir l'algorithme pour permettre d'exclure une éventuelle grossesse extra-utérine ou tout simplement de la confirmer. Lorsque vous réalisez une échographie sur un secteur d'urgence et même ailleurs, vous avez un certain nombre de prérequis techniques à réaliser avant le démarrage de l'examen. On abordera le non technique ensuite, mais dans les prérequis techniques, il va falloir faire en sorte comment dire, d'éviter la transmission d'agents pathogènes. Et donc, ça va passer par la désinfection des mains, friction hydroalcoolique, l'usage de gants non stériles à usage unique, la désinfection des sondes au spray ou avec des lingettes dédiées que vous avez dans tous les box d'une façon générale, la mise en place d'une protection de la sonde endovaginale qu'il faut positionner correctement. Ces sondes sont de façon standardisée avec du latex, ce qui signifie qu'il faut poser la question à toutes les patientes avant la réalisation d'un examen endovaginal de la présence éventuelle d'une allergie. Petit aparté, 10% d'allergies croisées chez les patientes allergiques au kiwi. Donc vous pouvez leur poser également la question d'une potentielle allergie au kiwi. Ça fait sourire, mais ça peut payer. Et puis après réalisation de l'échographie, il faut déshabiller correctement la sonde endovaginale en évitant les souillures. Ça nécessite un tout petit peu d'apprentissage. Et désinfecter les sondes avec le matériel dédié. Et en cas de souillure, il faut savoir exclure les sondes et leur subir un cycle de désinfection complet. Donc il faut les exclure et c'est un autre circuit. Alors, quand on fait une échographie euh, pelvienne, on va utiliser deux voies d'abord. La première, c'est la voie abdominale. L'intérêt principal de la voie abdominale est d'exclure un hémopéritoine de moyenne à forte abondance en allant localiser le cul-de-sac, enfin l'espace de Morrison, qui est un espace situé entre le foie et le rein droit. Et puis on réalisera dans un second temps très rapproché une échographie par voie endovaginale avec un certain nombre de coupes exigibles. On va travailler sur des coupes sagittales, on va travailler sur des coupes transversales. Sagittales centrées sur le fond utérin. Alors je ne sais pas si... Je vais peut-être prendre le pointeur pour qu'on voyez correctement. Voilà. Donc là, on est en travail en sonde endovaginale, on est centré sur le fond utérin, on devine l'endomètre ici, on devine le myomètre. On va avoir le cul-de-sac de Douglas qui est situé en arrière, ici, sur une coupe d'une patiente avec un utérus rétroversé. On peut éventuellement travailler sur le col. euh, et on va effectuer une coupe transversale. Une fois que vous êtes centré sur le fond utérin, vous allez effectuer une rotation de 90 degrés, idéalement dans un sens anti-horaire, ce qui vous permettra de placer la droite de la patiente de ce côté et la gauche de la patiente de ce côté, ce qui rend les choses plutôt intuitives. Et vous allez générer des clichés. Alors, le fait de générer un cliché, c'est pour montrer qu'on a regardé. Évidemment, quand on a une coupe sagittale avec un seul cliché, on n'a pas un volume complet, mais c'est pour justifier le fait qu'on a regardé en coupe sagittale et justifier le fait qu'on a regardé en coupe transversale. On travaillera également sur les ovaires. Pour les plus jeunes, vous allez voir que vous allez un petit peu vous arracher les cheveux. Euh, il y a une certaine courbe d'apprentissage pour aller localiser correctement les ovaires. Il y a plusieurs façons de procéder. Les ovaires sont plus facilement visualisables chez une femme en âge de procréer avec la présence des follicules qu'on identifie par ces images arrondies anéchogènes. Quand c'est anéchogène, c'est liquidien par définition. Et donc on localise les ovaires, on localise éventuellement un corps jaune. Euh, la localisation d'un corps jaune dans un contexte de grossesse débutante chez une patiente symptomatique est assez pertinent, puisque dans un contexte standard de grossesse obtenue spontanément, s'il existe une grossesse extra-utérine, dans 90% des cas, elle sera située du même côté que le corps jaune, d'où l'intérêt d'aller localiser un éventuel corps jaune. Et évidemment, on va rechercher des signes en faveur d'une grossesse extra-utérine ou d'une grossesse intra-utérine.
La grossesse intra-utérine sera signée par la visualisation d'un sac gestationnel dans l'utérus. Ce sac gestationnel va apparaître avec une couronne hyperéchogène, comme on peut le visualiser ici. La présence d'un embryon, et si l'embryon est de taille suffisante, c'est-à-dire à plus de 3 mm, la présence d'une activité cardiaque. Dans ce cas-là, on a la conclusion que la grossesse est à la fois intra-utérine mais également évolutive. Si vous ne disposez pas d'un embryon, mais que vous visualisez une vésicule vitelline, vous êtes probablement très précoce dans le diagnostic de grossesse, aux alentours de 5 semaines d'aménorrhée. Et donc, on aura la confirmation que la grossesse intra-utérine, mais sans pouvoir avérer le caractère évolutif. La visualisation d'un embryon vous permettra également de dater la grossesse, puisque vous allez pouvoir effectuer une mesure de la distance, de la longueur crânio-caudale, que vous allez référer sur des courbes. Voilà, il y a des abats qui corrèlent la longueur crânio-caudale avec le terme théorique pour pouvoir recalculer une date de début de grossesse. Et puis vous allez, dans un contexte de patiente symptomatique en début de grossesse, en l'absence de grossesse intra-utérine, vous allez rechercher des signes de grossesse extra-utérine. Alors, ces signes vont être décrits comme signes directs et des signes indirects. Les signes indirects d'une grossesse extra-utérine, bah, c'est par définition le fait de ne pas visualiser de grossesse à l'intérieur de l'utérine. Donc, on va rechercher ce qu'on appelle une vacuité utérine. On va également rechercher un épanchement intrapéritonéal. Cet épanchement intrapéritonéal sera visible dans le cul-de-sac de Douglas chez une patiente en position allongée. On est situé dans la zone la plus déclive du corps. Donc, tout ce qui est liquidien va ruisseler vers le Douglas et sera visible sur une coupe sagittale de l'utérus, avec ici un niveau. Donc, encore une fois, quand on est anéchogène, on est liquidien. Dans le cas d'une grossesse extra-utérine, un épanchement de faible à moyenne abondance euh, est tout à fait compatible avec une grossesse extra-utérine non rompue. Quand il existe une grossesse extra-utérine, la nidation se fait dans l'immense majorité des cas dans la trompe. Cette nidation impropre dans la trompe va aboutir à une distension de la trompe. Cette surdistension de la trompe va saigner et ce saignement va se produire, va ruisseler finalement par voie antérograde. On va ruisseler dans la trompe, puis dans l'utérus et dans le vagin. Ce sont les métrorragies associées. Mais on peut également saigner par le pavillon de la trompe, donc par voie rétrograde, et donc en intrapéritonéal. Donc on peut tout à fait avoir un épanchement de cette abondance-là, associé à une grossesse extra-utérine non rompue. Mais c'est un signe évocateur de grossesse extra-utérine. Et on aura également des signes directs de grossesse extra-utérine. Les signes directs correspondent à l'existence d'images d'addition qui sont normalement pas présents. Je vous ai dit que dans la majorité des cas, les grossesses extra-utérines, les grossesses ectopiques étaient tubaires. Et donc, dans ce contexte, on peut visualiser éventuellement un hématosalpinx, du sang dans la trompe, la trompe étant sur distension. On visualise cet hématosalpinx. Quand vous appuyez avec la sonde, vous pouvez provoquer une douleur. Donc, vous avez une valeur ajoutée sur le plan clinique avec la pression de la sonde au contact direct de la structure qui nous intéresse, qui nous montre que c'est douloureux. Mais vous pouvez, dans certains cas, visualiser directement un sac gestationnel avec ici une vésicule vitelline et un embryon. Et donc, on a une image directe de sac gestationnel situé dans la trompe. Donc, évidemment, avec ces signes directs, le diagnostic ne laisse plus pas de place au doute. On a posé un diagnostic de grossesse extra-utérine. D'autres images d'hématosalpinx ou de grossesse de sac gestationnel tubaire. Alors, quand on parle de grossesse ectopique, grossesse extra-utérine, on pense souvent à la trompe. C'est vrai, c'est le plus fréquent. Mais une grossesse qui pourrait être nichée ailleurs que correctement positionnée dans l'endomètre fondique, et notamment dans une cicatrice de césarienne ou toute autre portion de l'utérus comme l'isthme ou le col, correspond à un diagnostic de grossesse ectopique ou grossesse extra-utérine et a la même valeur péjorative sur le plan du pronostic associé. C'est important de poser un diagnostic qui parfois est compliqué parce que les enjeux de la prise en charge vont être très différents. On ne partira pas sur la même prise en charge. Alors, si on s'arrête sur l'aspect vraiment nosologique de la grossesse intra-utérine évolutive, on a
mais je vous ai dit que c'était pas la règle systématique. On a des métrorragies qui sont souvent modérées. On peut avoir des douleurs, mais elles sont souvent peu intenses, voire absentes. Et puis, si vous réalisez un toucher vaginal, je vous ai dit qu'il n'était pas recommandé de façon systématique, on aura un utérus qui est augmenté de taille en rapport avec le terme théorique, puisque l'utérus prend du volume, y compris dès le début de la grossesse. Si votre grossesse est intra-utérine évolutive sur le plan échographique, il n'y a, à proprement parler, aucune indication d'effectuer une cinétique du taux d'HCG. En revanche, si c'était fait, on s'attendrait à un doublement de ce taux d'HCG toutes les 48 heures qui signe vraiment la bonne évolutivité de la grossesse. Donc dans ce cas-là, euh, il faut rassurer la patiente. Il faut rassurer la patiente. La patiente est cependant symptomatique, c'est un signe d'alerte. Donc on peut lui dire qu'à l'instant donné, la grossesse est évolutive, mais on le sait, les grossesses au premier trimestre peuvent s'arrêter spontanément dans 20 à 25% des cas. Donc il est important de rassurer la patiente, mais je lui dis qu'il faut rester vigilant pour la suite, en lui expliquant que c'est pas encore gagné, qu'on refera un contrôle à distance sans urgence, notamment par le biais de l'échographie du premier trimestre. On peut discuter l'arrêt de travail, mais il n'est pas nécessairement systématique. Il n'y a pas de bénéfice lié au repos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action qu'on puisse mettre en place qui modifie le déroulé de la grossesse. Euh, voilà. Ensuite se discute la prévention de l'alloimmunisation Rhésus chez les patientes au premier trimestre de la grossesse. Les dernières recommandations du CNGF ont dit qu'il n'y avait plus d'indications sur des termes précoces. Euh, Je, je suis assez circonspect sur ces recommandations et j'ai du mal à les appliquer. En tout cas, on ne les applique pas en interne. On a maintenu la prévention de l'alloiménisation puisque ces dernières recommandations sont euh, basées sur finalement peu de nouvelles littératures. Donc voilà. Mais c'est important de dire que ces recommandations sont applicables. Donc c'est pas strictement nécessaire et je vous invite à aller les lire en tout cas. Dans un contexte, cette fois-ci, nosologique de grossesse intra-utérine arrêtée, on est dans un contexte de visualisation d'un sac gestationnel intra-utérin avec une vésicule vitelline et un embryon sans activité cardiaque. Le deuxième grand cadre serait celui de la présence d'un sac gestationnel avéré avec une vésicule vitelline et sans évolution sur deux échographies successives séparées d'au moins 7 à 10 jours. Dans ce cas-là, le diagnostic de grossesse intra-utérine arrêtée est posé. Les patientes peuvent être symptomatiques et parfois asymptomatiques. Dans le cadre de patientes symptomatiques, ça peut aller de simples métrorragies de faible abondance à un saignement cataclysmique, ce qu'on appelle une grossesse arrêtée hémorragique, avec des douleurs pelviennes d'intensité variable. En fait, ces douleurs ne sont ni plus ni moins que des contractions utérines, donc pensez à bien les interroger sur le caractère intermittent des douleurs, éventuellement des douleurs projetées en arrière, des douleurs lombaires qui peuvent faire évoquer des douleurs de règles. Les douleurs de règles ne sont ni plus ni moins que des contractions utérines, probablement moins douloureuses qu'à l'accouchement, mais encore une fois, comme on dit, pas d'utérus, pas d'avis. Donc pas de commentaire. Si vous étiez amené à réaliser une cinétique d'HCG, elle serait décroissante, mais cette cinétique d'HCG n'a absolument aucune place dans un diagnostic, le suivi évolutif d'une grossesse intra-utérine arrêtée dès lors que vous avez posé le diagnostic. Alors les mesures de prise en charge vont être assez variables, mais certaines règles s'appliquent. La première des règles, c'est que si une patiente a des métrorragies très abondantes et que vous êtes inquiet pour sa santé, il va falloir la prendre en charge rapidement. Ça peut passer par des mesures réanimatoires sur le plan hémodynamique, avec un remplissage vasculaire, la mise en place de deux voies veineuses périphériques, un bilan initial qui va être à la fois pré-transfusionnel et préopératoire, et la réalisation d'une aspiration endo-utérine au bloc opératoire sous anesthésie générale lorsque on est sur des métrorragies très abondantes. Si la patiente est asymptomatique ou qu'elle a des saignements modérés, les modalités de prise en charge vont varier. L'expectative aujourd'hui n'est plus recommandée.
mais on peut discuter deux modalités de prise en charge. La première, c'est la réalisation d'une prise en charge médicamenteuse, associant l'usage de mifepristone. C'est pas marqué sur la diapositive, mais aujourd'hui, on a tendance à proposer de la mifepristone incomprimée associée à l'usage de misoprostol pour provoquer des contractions. Mais on peut également mettre en jeu directement un traitement chirurgical par aspiration utéro-utérine, dont le délai sera raisonnablement différé. Euh, Concrètement, si le sac gestationnel est de taille modeste, ainsi que la taille de l'embryon, classiquement on dit 20 mm pour la longueur crânio-caudale et 50 mm pour le sac, on peut proposer les deux modalités de prise en charge. Si en revanche la grossesse est trop avancée, on recommande en première attention une aspiration endoutérine, puisque le risque hémorragique et le risque de douleur et de gestion de la douleur paraît trop important, passé 9 semaines d'aménorrhée. Le troisième grand cas de nosologique, c'est celui de la grossesse intra-utérine d'évolutivité incertaine, c'est-à-dire vous avez un sac gestationnel avéré avec une vésicule vitelline, sans embryon visible, ou éventuellement un sac gestationnel de plus de 2 cm sans vésicule vitelline, ce que les patientes appellent classiquement, moi j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça que ça tourne, un œuf clair. Ces patientes-là peuvent avoir des saignements d'intensité variable et pareil, des douleurs d'intensité variable, qui peuvent être apparentées à des contractions utérines. Et dans ce contexte, la cinétique d'HCG est très aléatoire, mais encore une fois, quand le diagnostic de grossesse intra-utérine est porté, il n'y a plus aucune place sur le versant diagnostique ou évolutif du dosage des HCG. Dans ce cas-là, si la patiente est paucisymptomatique ou asymptomatique, il n'y a strictement aucune urgence. On préconise la réalisation d'une échographie de contrôle à distance. Il faut se mettre suffisamment loin pour laisser le temps à la grossesse d'évoluer si elle doit évoluer. Si vous proposez à la patiente de revenir dans 2 jours et que vous avez une image similaire, vous ne savez pas finalement si la grossesse évolue ou pas. Il faut vraiment se positionner à distance. Et c'est pas parce qu'on se positionne à distance qu'on laisse la patiente dans la nature comme ça. On sait qu'un certain nombre de patientes vont avoir une grossesse qui est en définitive non évolutive, et d'autres patientes une grossesse évolutive. Donc dans ce cas-là, il est important d'informer les patientes, mais également de tracer dans votre dossier médical qu'il faut reconsulter en cas de douleur intense et ou de saignement abondant. J'insiste là-dessus, les conseils prodigués sont très importants. Si la patiente est revue à distance, qu'elle est restée paucisymptomatique ou asymptomatique, vous allez pouvoir poser un diagnostic, soit de grossesse arrêtée, soit de grossesse évolutive. Le cadre le plus difficile, et notamment quand on démarre le cursus, et même plus loin, c'est le contexte de grossesse de localisation indéterminée, ce qu'on appelle entre nous GLI. Une grossesse de localisation indéterminée, c'est à ce jour, il n'y a pas de diagnostic de grossesse intra-utérine, ni de grossesse extra-utérine d'ailleurs. Et on va considérer pardon, par défaut, que c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Les hypothèses diagnostiques sont une grossesse intra-utérine évolutive, mais finalement la patiente a consulté à un terme extrêmement précoce, et donc c'est normal qu'on ne visualise pas encore de sac gestationnel intra-utérin. Ça peut également être un contexte de grossesse intra-utérine arrêtée, à un stade très précoce, ou alors de grossesse extra-utérine. Et dans ce cas-là, la cinétique d'HCG est fondamentale pour pouvoir avancer dans le diagnostic. Concrètement, la méfiance est de mise quand on est dans un contexte de grossesse de localisation indéterminée et qu'on a un taux d'HCG qui stagne, voire qui décroît très modérément. On peut être dans un contexte de grossesse extra-utérine. Si vous avez taux d'HCG qui double toutes les 48 heures et que la patiente reste asymptomatique ou paucisymptomatique, on peut prendre le temps de poser un diagnostic sur le versant échographique. Donc, c'est une surveillance rapprochée toutes les 48 heures qui va impliquer un examen clinique systématique, interrogatoire, l'examen physique minimal dans le cadre de la surveillance rapprochée, c'est une palpation abdominale. Le taux d'HCG quantitatif, donc plasmatique, doit être réalisé toutes les 48 heures. Pas 24 heures, pas 72 heures, mais vraiment toutes les 48 heures.
et dans le même laboratoire, puisque là, il peut y avoir une variation liée aux techniques utilisées, et ce qui peut rendre la cinétique difficilement interprétable. Et il faut réaliser une échographie systématique toutes les 48 heures. Donc c'est vraiment une prise en charge très lourde pour les patientes. Certains services sont organisés avec des consultations post-urgence qui permettent aux patientes d'avoir un créneau dédié. D'autres services ne sont pas organisés comme ça et les patientes reviennent sur le secteur des urgences et attendent à chaque fois plusieurs heures. Je dirais que le plus important, indépendamment de l'organisation, c'est d'informer les patientes pourquoi est-ce qu'on les reconvoque, pourquoi est-ce que c'est compliqué et pourquoi c'est important de revenir régulièrement. Euh, Si vous êtes sur une cinétique décroissante du taux d'HCG et que vous n'avez jamais localisé de grossesse, il faudra mettre en place une surveillance systématique jusqu'à négativation, en tout cas annulation, négativation du taux d'HCG. Il peut s'agir d'une grossesse intra-utérine arrêtée, pour laquelle le caractère intra-utérin n'a jamais été avéré. Il peut s'agir également d'une grossesse extra-utérine qui va se gérer elle-même et qui sera en résolution spontanée. Et comme on n'est pas capable de trancher, dans ce cas-là, il faut surveiller jusqu'à négativation. Alors cette décroissance initiale, on la fait toutes les 48 heures, et si les choses semblent rentrer dans l'ordre progressivement, on va proposer euh, de, euh, d'espacer ensuite la surveillance. Donc voilà, tout ce que je vous ai raconté est résumé sur ce diagramme qui part un petit peu dans tous les sens. Encore une fois, là, on vient de bien détailler l'algorithme de prise en charge. Tous ces algorithmes sont disponibles dans l'ensemble des secteurs d'urgence dans lesquels vous allez passer de façon régulière dans le cadre de votre cursus. Il peut y avoir des adaptations en fonction des secteurs, en tout cas des services. Et vous retrouvez cet algorithme sur les différents supports d'enregistrement de secours. Je voudrais faire un petit focus. Peut-être, je vais prendre les questions dans le chat. J'ai vu que vous n'aviez pas osé m'interrompre oralement. Effectivement, Je vais ouais, prendre les il y en questions a dans le... 3, tu Ouais, 3. tout à fait. Avant de passer à la suite du cours. Alors, Sarah demande quel type de saignement en termes d'abondance couleur peut-on attribuer à l'ectropion? Alors, classiquement l'ectropion est un saignement provoqué, soit à l'occasion d'un examen gynécologique, la réalisation d'un toucher vaginal dans le cadre d'une consultation, soit à l'issue d'un rapport sexuel avec pénétration vaginale. C'est plus rarement un saignement spontané. C'est souvent des saignements de faible abondance qui peuvent être de couleur rouge, mais ça peut être variable. C'est rarement des saignements abondants en tout cas. Il y a une autre question. Est-ce que dans le cas d'une grossesse arrêtée d'un point de vue médico-légal, on doit refaire une autre échographie quelques jours plus tard? Ou alors on peut directement donner le traitement médicamenteux? À partir du moment où vous avez confiance dans votre diagnostic, classiquement, je dirais la présence d'un embryon qui mesure plus de 7 mm, c'est ce qu'on dit classiquement, sans activité cardiaque. Il n'y a aucune raison médico-légale de temporiser. Si vous n'êtes pas certain de votre diagnostic, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un qui est plus expérimenté, mais vous pouvez également reconvoquer la patiente à distance. En tout cas, il n'y a aucune raison médico-légale. Aucune raison médico-légale. Le dernier cas, c'est celui que j'évoquais, c'est la présence d'un sac gestationnel avec une vésicule vitelline sans embryon. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas trancher à l'instant présent si la patiente est symptomatique. Vous la reconvoquez à distance. Dans le cas d'une grossesse de localisation indéterminée, le suivi de décroissance se fait jusqu'à double négativation. J'ai jamais entendu ça, mais simple négativation suffit. Si vous passez la barre du seuil fixé par le laboratoire, ça ne sert à rien de recontrôler à distance. Il n'y a pas de place pour l'expectative dans le cadre d'une grossesse intra-utérine arrêtée, mais peut-on quand même laisser le temps aux patientes de réfléchir quelques jours? Il n'y a aucune place médicale à l'expectative. Souvent, l'expectative est déjà faite. Les patientes consultent et on se rend compte qu'en fait, il y a une discordance de 2 à 3 semaines parfois entre ce qu'on visualise à l'échographie et le diagnostic posé. Et donc, en fait, elles consultent quand elles deviennent symptomatiques, quand elles sont tout démarrage, tout début d'expulsion. En tout cas, sur le plan médical, il n'y a pas de recommandation à attendre. Ça n'augmente pas la probabilité d'expulser complètement sans intervention. En revanche, évidemment, si la patiente est post-symptomatique, il faut savoir se donner du temps si elle a besoin de temps. Aucun problème. C'est ce qu'on va aborder juste après. Euh, voilà. Et
Il y a d'autres questions. Tac. Si une patiente est à plus de 5 6 semaines d'aménorrhée et qu'on objectif un œuf clair, est-ce qu'on doit quand même la faire revenir dans 10 jours? Sarah, je répondrai que si vous n'êtes pas confiant dans votre diagnostic, il faut euh, pouvoir recontrôler les patientes. Moi, ça m'arrive de voir un sac de 4 5 cm et de leur redire de revenir consulter une semaine après. Il n'y a pas de drame. Tant que les patientes sont informées et comprennent, il n'y a pas de problème. Et si les dames ne souhaitent pas de prise en charge de leur grossesse intra-utérine, arrêtez comment les accompagner, quelles informations leur donner. Bah, Ariane, c'est toutes les informations que je viens de donner. En fait, il faut avoir un discours éclairé, respecter les mécanismes de défense, évidemment, on va en discuter juste après. Et, euh, et je dirais que le plus important, c'est de leur dire de reconsulter en cas de symptômes, type saignement abondant ou douleur importante, et également de fièvre, parce qu'un des enjeux aussi, si on laisse traîner les choses, c'est éventuellement une surinfection. Euh, voilà, mais il faut pas les blâmer, ça peut être complexe. Donc voilà, je vais justement avancer sur cette deuxième partie qui me paraît assez importante. C'est un cours qu'on a mis en place dans le service et je pense qu'il faut diffuser. Et je suis ravi de pouvoir l'aborder. Alors là, on va le faire assez rapidement. C'est un cours dédié qui me prend à peu près 1 heure à chaque fois quand je le fais dans le service. C'est l'annonce d'une grossesse arrêtée au premier trimestre. C'est fondamental, fondamental parce que ça touche beaucoup de patientes. Euh, 200 000 patientes par an en France. Et il faut garder à l'esprit que ce que vous catégorisez comme une grossesse arrêtée au premier trimestre, c'est pas nécessairement ce que pensent les patientes. Une patiente qui a une grossesse débutante, euh, dans le cadre d'un projet de grossesse évidemment, réglé, c'est une projection derrière. Et le fait de poser un diagnostic, que ce soit une grossesse arrêtée ou une grossesse extra-utérine, une grossesse molaire, le résultat pour les patientes qui sont en projection, bah, c'est le même. C'est la mise en jeu des mécanismes de deuil périnatal. Euh, voilà. Donc on va se restreindre évidemment à tout ce qui se passe avant 14 semaines, mais on aurait pu en discuter après. C'est important d'en parler parce que, un, c'est fréquent, je vous l'ai dit. Deux, ça met en place de façon assez facile des mécanismes de l'ordre de l'anxiodépression, voire parfois des dépressions sévères, jusqu'à 10% des cas dans les cohortes rapportées. Ces mécanismes anxio-dépressifs vont être mis en place assez rapidement et peuvent parfois perdurer. Et c'est important parce que les patientes qui s'estiment globalement satisfaites de leur prise en charge, il y a le caractère de l'annonce, mais tout ce qui suit derrière, sont les patientes qui auront le moins de griefs sur le plan des mécanismes anxio-dépressifs. Alors, cette information, cette annonce d'une grossesse arrêtée doit répondre à un certain nombre de critères. Le maître mot, je vous l'ai dit lors de la première diapositive en amont, je crois que c'était un des premiers critères, c'est de l'empathie, de la sincérité, des informations claires. On peut être parfaitement direct dans une information, ne pas tourner autour du pot, tout en étant empathique. Euh, bon, là, on a du mal à interagir avec le Zoom, mais j'ai l'habitude de poser la question de savoir comment comment les internes définissent l'empathie. Dans l'immense majorité des cas, les gens me répondent, c'est se mettre à la place de la patiente, c'est comprendre ce que traverse la patiente. L'empathie, c'est plus que ça. L'empathie, c'est comprendre, évidemment. C'est pas partager les sentiments ou ce que traverse la patiente, sinon on serait dans la sympathie et on fait de la mauvaise médecine, hein. On n'est pas là pour pleurer avec les patientes. En revanche, on est là pour comprendre ce qu'elles traversent, mais surtout renvoyer le fait qu'on a compris. Parce que si vous comprenez simplement, la patiente s'en fiche. En revanche, si vous lui montrez que vous avez compris et que vous développez toutes les mesures, euh, toute la communication verbale et non verbale qui vient en lien avec ça, vous lui reflétez que vous avez compris. Et donc, c'est ça le plus important. C'est ce que la patiente capte de ce que vous avez compris. Donc, il faut être à la fois récepteur, mais également émetteur. Ça, c'est un point important. Donc, pour être empathique, il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est de personnaliser le soin.
Heu, Quand vous allez, être, sur les secteurs d'urgence, gynécologiques, vous allez, ou même dans d'autres secteurs, hein. Je pense, au secteur de l'assistance médicale à la procréation, quand vous allez faire des échographies de surveillance de grossesse débutante, vous allez être particulièrement exposé. Il faut personnaliser le soin. Personnaliser le soin, c'est améliorer votre rendement diagnostique, évidemment. Si une patiente a des antécédents, des facteurs de risque de grossesse extra-utérine, vous allez augmenter votre capacité à la détecter. Mais c'est également montrer aux patientes qu'elles ne sont pas juste, un numéro dans la journée, et montrer que vous êtes intéressé de ce qui se passe. Même si on vous donne des informations en amont, même si vous êtes appelé en 2e intention, on va dire, dans la prise en charge, poser des questions aux patientes. Il faut s'intéresser à elles, hem, ce qu'elles font dans la vie, leurs antécédents, est-ce qu'il s'agit d'une première grossesse? Ça personnalise le soin. Il va falloir mettre en place aussi un mécanisme d'annonce globale. On ne fait pas les choses n'importe comment. Il est hors de question d'annoncer une grossesse arrêtée, alors que la patiente est en position, gynécologique avec la sonde endovaginale, insérée. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est, prendre le temps, demander à la patiente de se rhabiller, lui demander si elle souhaite faire entrer la personne qui l'accompagne, qui est souvent le coparent, et essayer voilà, de respecter, l'intimité, de se montrer disponible évidemment, et il y a un certain nombre de choses à ne pas faire surtout. Heu, je vous dirai pas vraiment ce qu'il faut faire, mais je vais principalement vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Première des choses, c'est éviter d'utiliser le mode Doppler, Doppler sonore, dans le cadre de votre examen. D'une façon générale, au premier trimestre, il ne faut pas l'utiliser. Il y a d'autres façons de pouvoir attester du caractère évolutif ou non évolutif d'une grossesse, mais le Doppler pulsé n'a aucune place. Ne vous servez pas du Doppler pulsé pour, faire comprendre à la patiente que la grossesse est vraiment arrêtée. C'est quelque chose qui est inadapté. Il y a des éléments importants sur le plan de la communication non verbale, comme sur la communication verbale. Je vous l'ai dit, il faut, de la douceur, il faut de la disponibilité, il faut prendre son temps. C'est parfois compliqué de prendre son temps, notamment sur un secteur d'urgence, mais c'est fondamental pour faire les choses correctement. Si on vous appelle sur votre CT, il faut, demander à la personne qui vous appelle si c'est vraiment urgent, sinon il faut rappeler. Enfin voilà, il faut, montrer sa disponibilité, ça fait partie de l'empathie. Il faut être connecté à la situation, éviter d'arborer un grand sourire. Alors évidemment, certaines personnes peuvent avoir des rictus, c'est pas simple, hein, parfois d'annoncer des grossesses arrêtées, même c'est même très difficile au début. Vous imaginez bien que ce verbatim «Elle avait un grand sourire», témoigne pas d'une consoeur qui serait, particulièrement malveillante. Non, c'est probablement, de la gêne, mais il faut essayer de faire poker face. C'est beaucoup plus simple quand, le masque, est de nouveau de rigueur, dans les hôpitaux. Montrer sa disponibilité, je vous l'ai dit, et puis derrière, il y a des éléments de communication verbale, à mettre en place. Hem, Encore une fois, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Néanmoins, c'est pas mal de préparer une annonce. On peut éventuellement, démarrer par, «J'ai une mauvaise nouvelle». Moi, techniquement, c'est pas un truc que je sais faire. J'aime bien recontextualiser les choses, ça me permet de me lancer, ça brise un peu la glace. Vous pouvez, tout à fait, reprendre les éléments qui ont motivé une consultation, sur un secteur d'urgence, comme on parle de patients symptomatiques. Là: «Alors madame, vous avez consulté parce que vous aviez tel et tel symptôme». Mon travail, c'est heu, d'exclure un diagnostic de grossesse extra-utérine qui pourrait vous mettre en danger. Bah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait l'échographie et j'ai pas diagnostiqué de grossesse extra-utérine. J'ai visualisé un sac de grossesse qui était situé dans l'utérus. Malheureusement, l'embryon que je visualise à l'intérieur ne présente pas d'activité cardiaque, ce qui signifie que la grossesse est arrêtée. Voilà, donc vous avez vu qu'en 1 minute 30, on a amené les choses. On a préparé cette annonce, et surtout on a employé des mots qui sont, directs. On ne fait pas de périphrases, on ne fait pas de comparaisons, inadaptées. On n'utilise pas de métaphores ou de comparatifs qui,
qui serait malvenue. On n'utilise pas de termes techniques ou de choses qui dépersonnalisent ce qui est en train de se passer. Évidemment, on s'adapte à la patiente qu'on a face à soi. D'où l'intérêt aussi de demander ce que les patientes font dans la vie, parce que j'amènerai probablement pas la même information s'il s'agit d'une collègue gynécologue obstétricienne ou s'il s'agit d'une patiente qui parle mal français. Euh, voilà, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment personnaliser les choses. Alors encore une fois, on aurait pu disserter pendant des heures. Euh, il y a des recommandations qui sont actuellement en cours de rédaction sur les pertes de grossesse précoces menées par le CNGOF. Je sais qu'il y a le collège de gynécologie médicale qui est représenté. Il y a le collège des sages-femmes également. Il y a des associations d'usagères. Et on va traiter la question de l'information patiente. Donc, ça fera l'objet de recommandations qui seront diffusées au prochain congrès Paris Santé Femmes 2026. Voilà. Donc, un update est actuellement en cours. Avant d'aborder la partie sur les grossesses extra-utérines, je vais cette fois-ci reprendre à nouveau les questions, parce que je pense qu'il y a des questions en lien. Euh, Alors, il y a une question de Méline, mais à mon avis, c'est en lien avec la partie précédente, mais je vais la prendre quand même. Si à l'échographie, on a un sac gestationnel intra-utérin avec vésicule vitelline et embryon, doit-on forcément voir l'activité cardiaque? Donc la première partie de question, je vous ai dit, à partir du moment où l'embryon fait plus de 7 mm, l'ensemble des appareils d'échographie, y compris en place sur les secteurs d'urgence, permettent de visualiser une activité cardiaque. Donc je dirais que oui. Ou y a-t-il un moment où c'est possible que l'on voit l'embryon, mais qu'il est trop tôt pour trancher si oui ou non il y a une activité cardiaque? Moins de 7 mm, on peut ne pas en visualiser alors qu'il y en a une. Classiquement, on commence à avoir une activité cardiaque avec un bon appareil d'échographie lorsque l'embryon fait plus de 3 mm. Donc il y a une zone grise entre 3 et 7 mm. Question de Sarah. On est obligé de dire fausse couche. Euh, Si la patiente se sent coupable de cette fausse couche, peut-on peut-on toujours dire que ça arrive et qu'elle n'y est pour rien, même en cas de charge lourde, etc. Alors, bah voilà, c'est Sarah, ta question est en écho avec cette petite diapo. Euh, Il n'y a rien de faux dans une fausse couche. Et d'ailleurs, je pense que je n'ai absolument pas employé le terme fausse couche depuis le début de mon cours. Mais je parle de perte de grossesse précoce. Alors, on aurait pu, encore une fois, le cours que je fais sur l'annonce d'une grossesse arrêtée va beaucoup plus loin et notamment sur les mécanismes à l'origine de la perte de grossesse précoce. Mais en effet, dans le cadre d'une annonce, j'aborde toujours la question du pourquoi. C'est important pour les patientes parce que il y a des mécanismes systématiques de culpabilité. Ça fait partie des mécanismes de défense, hein. Les patientes euh, il y a toujours un persécuteur désigné, un coupable, et c'est tout le temps elle, d'une façon générale, puisque dans le schéma, il y a toujours une faute enfin quelque chose qu'elles auraient pu faire ou ne pas faire qui serait responsable de la perte de grossesse. Donc l'information, c'est de leur expliquer que dans plus de 50% des cas, il s'agit d'une anomalie des chromosomes qui est à l'origine de cet arrêt de grossesse, qui est finalement une anomalie détectée par l'organisme qui décide d'interrompre la grossesse. Donc c'est un phénomène naturel. Évidemment, s'il y a des facteurs de risque de perte de grossesse précoce, il y a des facteurs de risque. Ça peut être l'âge, ça peut être un tabagisme actif, ça peut être une obésité. Certains facteurs de risque peuvent être corrigés, d'autres non. Mais je leur renvoie jamais en pleine figure au moment de l'annonce, mais je revois les patientes à distance pour, pour discuter dans le cadre d'une consultation préconceptionnelle, de facteurs qu'on pourrait corriger pour optimiser. Voilà. Euh, alors, Claudia a un petit peu parlé de la question de fausse couche. Bah voilà, je trouve que, il y a de l'écho à ce que je raconte. C'est encore un courant de pensée, hein, qui commence à diffuser. Question en provenance de l'iPad de Charlotte. Comment agir quand nous faisons l'écho et qu'on se rend compte que c'est une grossesse arrêtée si la patiente nous pose des questions? Je trouve le silence pendant l'écho très difficile à gérer dans ce contexte. Ça aussi, c'est des petits tips que je file dans le cadre de ce cours. Charlotte, en fait, il y a une façon extrêmement simple
de contourner cette difficulté. Et c'est quelque chose que je mets en place de façon systématique dans le cadre de toutes les échographies que je réalise. Là, c'est dans le cadre d'une patiente symptomatique au premier trimestre de la grossesse, mais je suis responsable de l'unité de médecine fétale de l'hôpital Béclair et donc je suis amené à faire des échographies diagnostiques avec des annonces de malformations parfois très lourdes. Et donc j'explique toujours aux patientes, pour tout examen, que je vais réaliser l'échographie de façon assez silencieuse, que l'échographie est un geste technique complexe, que parfois ça m'arrive de grimacer parce que techniquement c'est challengeant, que je serai silencieux pendant l'examen mais que je prendrai tout le temps qu'il faut à l'issue de l'examen pour expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu et pour répondre aux questions. Si vous introduisez tous vos examens d'échographie comme ça vous donne tout le temps qu'il faut pour réaliser votre examen et la patiente sait que le silence euh, n'est pas source, signe de quelque chose de grave, mais que ça peut être associé à la gestion d'un axe, d'une action, d'un acte diagnostique technique complexe. Euh, évidemment, je fais un petit mensonge en disant ça, puisque quand la situation est rassurante, si la grossesse est intra-utérine évolutive et que la patiente est dans un contexte de grossesse désirée, je brise le silence immédiatement et je montre même ce qui se passe à l'échographie, y compris quand je fais une échographie endovaginale. Ça permet de lever un stress majeur pour les patientes qui viennent aux urgences et qui sont dans l'anxiété justifiée. Mais si vous faites cette petite introduction en amont, je peux vous assurer que tous vos examens seront plus simples et que ces temps de silence euh, seront respectés par les patientes, que vous n'aurez pas des questions qui peuvent vous mettre en difficulté. Vous pouvez très poliment recadrer hein, dans ce contexte. Si vous avez introduit votre examen d'échographie comme ça et que la patiente commence à vous questionner, vous pouvez lui dire, Madame, voilà, je vous ai dit que j'allais être silencieux ou silencieuse, qu'on allait prendre le temps. Promis, je réponds à toutes vos questions après, mais j'ai besoin de rester concentré. Je peux vous assurer que vous allez gérer ces temps de façon extrêmement simple. Donc j'espère que Charlotte et Julie, ça sera plus simple pour vous et également pour les 4 personnes qui ont mis un petit pouce levé. Encore une question de Charlotte. Avons-nous des chiffres, des pourcentages de grossesse arrêtée à donner à la patiente pour la déculpabiliser, la faire se sentir moins seule? Alors attention, la culpabilité, c'est un mécanisme de défense. Il faut évidemment essayer de régler ça, mais il faut aussi savoir respecter les mécanismes de défense. Si vous avez tendance à trop banaliser les choses en expliquant, mais madame, regardez, c'est 20% des patientes. Vous voyez, finalement, c'est beaucoup. Vous risquez de délégitimer ce qu'elles sont en train de traverser. Donc, c'est important de le faire, mais il faut maintenir le caractère légitime du deuil qu'elles vont traverser, qui va être plus ou moins long. Vous pouvez le faire de façon très homéopathique, en leur disant, voilà, et c'est exactement comme ça que je le fais. Je dis, les patientes n'ont pas l'habitude de discuter entre elles de ce qu'elles traversent, mais si vous discutez avec vos copines qui ont eu des grossesses, on sait que malheureusement, le diagnostic de grossesse arrêtée est assez fréquent en population générale. Ça touche 15 à 20% des patientes. Donc ce que vous traversez est un moment difficile, et ça, on l'entend, je l'entends, mais compte tenu de la fréquence de ce type de situation, je ne suis pas inquiet sur votre capacité à mener à bien votre projet parental. Donc ça vous permet de donner des stats et pour essayer de donner des points de réassurance, mais en gardant le caractère légitime de ce qu'elles sont en train de traverser. Donc voilà, il faut respecter les mécanismes de défense et la culpabilité est un des mécanismes de défense. Et il faut aussi donner des points d'ancrage pour que la patiente puisse ne pas rentrer dans le deuil pathologique à distance. Voilà, allez, j'avance. S'il y a d'autres questions, vous les mettez, je les traiterai ensuite. La grossesse extra-utérine, on la traite à la fin, mais c'est un enjeu technique important puisque c'est un enjeu technique qui met parfois en jeu la vie des patientes. Alors, je vais tordre le cou et essayer de déstresser tout le monde à distance et vous dire que ce qui tue dans la grossesse extra-utérine, c'est de se tromper de diagnostic. Euh, Ça veut dire que il vaut mieux rester dans une situation de vigilance et de maintien de la surveillance
en cas de doute, plutôt que de rassurer une patiente à tort et de la sortir d'un circuit. Une patiente qui est dans un circuit de grossesse de localisation indéterminée, même s'il existe une grossesse extra-utérine, et qu'à un instant donné, pour des raisons techniques, vous ne la visualisez pas, si la patiente est reconvoquée dans 48 heures, si vous l'avez informée qu'elle doit reconsulter en cas de douleur et ou de saignement, important, cette patiente est en sécurité. Euh, voilà, donc ça c'est un point important pour dire qu'il faut donner les informations aux patientes. Il faut tracer les informations. Si vous voyez une grossesse intra-utérine, mais que vous êtes de nature très anxieuse, rien ne vous empêche de dire à la patiente, parce que vous savez que dans de rares cas, il peut y avoir des grossesses hétérotopiques, c'est-à-dire une grossesse intra, une grossesse extra. Voilà, la grossesse est bien intra-utérine, mais évidemment, donc on va lever la surveillance renforcée, mais évidemment, si vous avez des douleurs importantes et si ça se remet à saigner de façon importante, vous revenez aux urgences. En faisant ça, les patientes sont en sécurité. Voilà. Alors, la grossesse extra-utérine, je vous l'ai dit en préambule, dans plus de 95% des cas, ce sont des grossesses extra-utérines tubaires. Et il existe des grossesses dans un tiers des cas, pardon, 1 à 3% des cas, des grossesses ectopiques qui vont concerner l'utérus, mais avec une nidation qui ne se fait pas là où elle est attendue. Alors, la grossesse extra-utérine dans sa forme tubaire va suivre un- une organisation assez réglée, qui va passer d'une distension tubaire à l'hématosalpinx. L'hématosalpinx, quand il sera très abondant, va aboutir à une rupture tubaire, un hémopéritoine et un choc hémorragique. Et si la situation n'est pas gérée, c'est là qu'est le décès par choc hémorragique. Bon, c'est pour ça que si les patientes sont informées, dès lors qu'elles ont un hématosalpinx, une distension tubaire, si elles sont douloureuses, elles sont invitées à reconsulter aux urgences. Alors, c'est un schéma assez classique. Ce qui va être très variable, c'est la durée finalement, qui va aboutir de la distension tubaire au choc hémorragique. Certaines patientes ont des grossesses extra-utérines très évolutives, très agressives, et ce délai va être conscrit dans le temps. D'autres patientes vont avoir des grossesses extra-utérines très peu évolutives, et les choses vont évoluer extrêmement lentement, voire vont même se résoudre spontanément. Les facteurs de risque, facteurs favorisants, je vous les ai mentionnés en préambule de ce cours, je repasse très rapidement dessus. C'est tout ce qui va impacter la mobilité tubaire. Donc, soit un traumatisme tubaire, soit des facteurs extrinsèques, l'usage de microprogestatifs, le tabac, voire certaines malformations. La clinique de la grossesse extra-utérine est peu spécifique. Ça peut être des douleurs d'intensité très variable. Ça peut être des saignements d'abondance variable et de couleur variable. Classiquement, les saignements sont plutôt de faible abondance. La douleur peut être un peu plus intense. Et le taux d'HCG, le dosage des HCG plasmatiques quantitatifs va nous permettre de contribuer à poser un diagnostic avec l'échographie, va également orienter les modalités de prise en charge. Donc je vous l'ai dit, généralement, quand le taux d'HCG double toutes les 48 heures, on est plutôt sur une grossesse évolutive. Et puis en fonction de la stagnation ou de la décroissance, on est plutôt sur un versant grossesse extra-utérine ou perte de grossesse précoce. Mais comme je l'ai écrit, c'est pas si simple que ça. Ça peut être extrêmement variable. Euh, la progestéronémie, elle, est un marqueur qui va pas vraiment nous aider sur le plan diagnostique. Et puis certains laboratoires ne sont pas équipés pour pouvoir obtenir un résultat en urgence. En revanche, c'est un élément qui va nous faire apprécier un petit peu euh, la viabilité de la grossesse. Plus la progestéronémie est élevée, plus la grossesse sera, comment dire, active. C'est-à-dire que si vous avez posé un diagnostic de grossesse extra-utérine, vous avez une localisation tubaire, une jolie masse latéro-utérine et une progestéronémie élevée, cette patiente-là sera probablement plus à risque de rupture tubaire liée au caractère évolutif de la grossesse. Si la progestéronémie est très basse, au contraire, la probabilité sera moindre. L'échographie pelvienne est fondamentale pour poser un diagnostic de grossesse extra-utérine. Elle doit être réalisée par voie abdominale et endovaginale, on en a discuté. Euh, la grossesse intra-utérine doit être visible à partir de taux d'HCG aux alentours de 1000-1500. Si vous ne visualisez rien dans l'utérus après 1000-1500 d'HCG, attention,
il faut vraiment se méfier d'une grossesse extra-utérine et il faut mettre tous les moyens pour la localiser. On peut avoir des grossesses extra-utérines, en revanche, avec des taux d'HCG assez faibles, parfois 200, 300, 100, parfois 50. Donc il faut rester toujours vigilant quand on n'a pas localisé la grossesse. Les signes directs, les signes indirects, je vous les ai mentionnés, on a déjà regardé les échographies. Évidemment, à l'échographie, on recherche l'absence de grossesse intra-utérine. Attention au faux sac gestationnel. Donc, une grossesse intra-utérine se définit par la présence à minima d'une vésicule vitelline. Il existe parfois une lame d'hématométrie, donc du sang dans l'utérus qui vient effectuer une petite distension des deux portions d'endomètre et mimer un sac gestationnel. Dans ce cas-là, on ne visualisera pas de vésicule utérine et les caractéristiques de cette hématométrie ne ressembleront pas à un sac gestationnel, mais ça nécessite une certaine expérience. Donc vraiment, à votre niveau, il vous faut une vésicule utérine pour attester du caractère intra-utérin. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un diagnostic de grossesse extra-utérine? On a plusieurs armes. On peut avoir l'arme de l'abstention thérapeutique par surveillance armée. On peut avoir le recours au traitement médical par méthotrexate. Et on peut avoir recours au traitement chirurgical, soit conservateur, soit non conservateur. Donc, si c'est une grossesse tubaire, salpingotomie ou salpingectomie. L'abstention thérapeutique, le fait de ne pas intervenir, est une possibilité, mais qu'on réalise de façon extrêmement confidentielle. Les rares patientes éligibles sont des patients qui sont symptomatiques. La patiente consulte parce qu'elle a quelques traces de saignement, un taux d'HCG faible, euh, une faible évolutivité de la grossesse avec une progestéronémie basse, pour les raisons que je vous ai citées précédemment, et une décroissance correcte du taux d'HCG. Classiquement, c'est la patiente qui consulte pour la deuxième fois, qui a un taux d'HCG en diminution, et puis à l'échographie, on visualise une petite masse latéro-utérine non douloureuse, et on est déjà sur une pente décroissante de taux d'HCG. Dans ce cas-là, on peut éventuellement surseoir à toute intervention médicamenteuse ou chirurgicale, sous couvert d'une surveillance armée du taux d'HCG, jusqu'à décroissance complète. Donc vous voyez que ces situations sont relativement rares, mais ça peut se faire. On peut avoir recours au traitement médical par méthotrexate. Les indications doivent être discutées au cas par cas, évidemment. Euh, Vous pouvez vous aider du score de Fernandez, le score du Fernandez, du nom d'Hervé Fernandez, l'ancien chef de service de l'hôpital Bicêtre, de la maternité de l'hôpital Bicêtre, a pris en compte un certain nombre de paramètres. Je ne sais plus si je vous l'ai mis. Oui, je vous l'ai mis ici. Les paramètres sont ici. Et prennent en compte le terme en jours d'aménorrhée, le taux d'HCG, la progestéronémie, la douleur, l'hématosalpinx, et l'abondance éventuelle d'un hémopéritoine, et évalue la probabilité de succès d'un traitement par méthotrexate. Concrètement, si la grossesse extra-utérine est peu évolutive, ça se manifeste par une progestéronémie faible, un taux d'HCG faible, au contraire un terme en jour d'aménorrhée avancé, puisque ça a évolué lentement et le diagnostic est tardif. L'absence de douleur et un petit hématosalpinx, sa probabilité de succès sera très importante. Mais vous voyez que même avec un score inférieur à 13, le taux de succès est aux alentours de 80%. Ça signifie que ces patientes qui sont éligibles à un traitement par méthotrexate doivent avoir l'information que dans 20% des cas, on peut être en échec sur une première injection, qu'on peut être amené à proposer un traitement de secours qui peut être une deuxième injection de méthotrexate ou le recours à la chirurgie. Donc ça veut dire que toute patiente éligible à un traitement par méthotrexate est une patiente pour laquelle on a une compliance attendue bonne. Il faut qu'elle revienne à ses rendez-vous de contrôle à distance, J4, J7, J14. Si vous pensez que la patiente ne sera pas compliante, vous ne pouvez pas lui proposer un traitement médical par méthotrexate. Il y a certaines situations pour lesquelles on ne propose pas de traitement par méthotrexate et il faut avoir le recours à la chirurgie d'emblée. Si vous avez une grossesse extra-utérine évolutive, c'est-à-dire avec un embryon avec activité cardiaque visualisée, dans ce cas-là, la patiente est non éligible parce que le risque d'échec de méthotrexate et donc de rupture tubaire derrière est majeur. Si la patiente est instable sur le plan hémodynamique, il n'y a pas de sujet. C'est une grossesse extra-utérine probablement rompue et donc c'est traitement chirurgical d'emblée.
Voilà, en gros. Et puis, il faut que ces patientes puissent tolérer le traitement. Il y a un bilan préthérapeutique qui est proposé, que je n'ai pas mentionné d'ailleurs, qui va couvrir l'évaluation des plaquettes, l'évaluation du bilan hépatique, les transaminases, l'évaluation de la fonction rénale. Le méthotrexate est un agent chimiothérapeutique qu'on utilise à beaucoup plus faible dose, hein. On est sur du 1 mg/kg par voie intramusculaire, mais il faut s'assurer que les patientes peuvent le supporter. Je prendrai la question juste après, hein. Derrière, ces patientes sont reconvoquées à J4, J7, puis toutes les semaines jusqu'à négativation. Il est classique de voir une augmentation du seuil à J4, et ce J4 nous sert simplement de référence pour la suite. Et on peut avoir recours à une injection secondaire en cas de mauvaise décroissance du taux d'HCG ou de stagnation par la suite. Voilà. Et encore une fois, il faut informer les patientes. Euh, il faut informer les patientes du risque de récidive à distance. Une patiente qui a fait une grossesse extra-utérine traitée par un méthotrexate va avoir la trompe qui va être abîmée ou possiblement abîmée, donc elle a un risque de récidive beaucoup plus importante. C'est une information qui doit être donnée. Il y a, et donc ça veut dire qu'en cas de grossesse successive, il faudra localiser précocement la grossesse. Euh, il y a la question de la contraception des cours. Le centre de référence des agents tératogènes dit que ces patients doivent avoir une contraception adaptée, puisqu'il y a un risque tératogène potentiel chez les patientes exposées. Et là, j'ai un doute, j'ai un petit doute, il faudrait que j'aille vérifier. Mais les recommandations sont variables en fonction des sociétés savantes. Mais on monte jusqu'à 6 mois après l'injection de méthotrexate. Donc vous voyez qu'il faut donner ces informations en amont aussi aux patientes. Ça peut changer un peu la donne. Le traitement chirurgical peut être de deux ordres, soit un traitement conservateur. On travaille par célioscopie chez les patients stables. On va confirmer à l'aide d'une caméra par voie célioscopique la réalité de la grossesse extra-utérine, ici une grossesse extra-utérine tubaire. Et lorsque la trompe n'est pas trop abîmée, avec une pointe monopolaire, on peut ouvrir la trompe et extraire le produit de grossesse. Cette situation implique de surveiller à distance la négativation du taux d'HCG jusqu'à, enfin voilà, vous avez compris, hein, de façon régulière jusqu'à négativation, puisque on peut avoir parfois des traitements incomplets. Quand on fait une salpingotomie, c'est un peu comme le traitement médical, on peut récidiver sur la trompe homolatérale à distance. La salpingectomie, elle, est le fait de retirer, d'effectuer une ablation, donc c'est une salpingectomie totale, il n'est pas question de laisser un moignon de trompe. L'intérêt de la salpingectomie totale, c'est que par définition, bah, la récidive sur la trompe homolatérale est nulle, puisqu'il n'y a plus de trompe. On peut avoir, lorsque la chirurgie n'est pas complète, des récidives, notamment des récidives cornuales sur des moignons de trompe. Alors, est-ce qu'il faut faire une salpingectomie? Est-ce qu'il faut faire une salpingotomie? C'est une information qu'il faut donner en amont aux patientes. Euh, pour lever le suspense tout de suite, une patiente qui a un premier épisode de grossesse extra-utérine pour lequel j'ai une indication chirurgicale ou simplement qu'elle souhaite être opérée, je l'informe du risque important de salpingectomie. Pourquoi? Parce que, la trompe peut être abîmée et en opératoire, on peut prendre cette décision, donc il faut qu'elle ait eu l'information en amont. Deuxièmement, si la trompe contralatérale a un bel aspect, et ça, ce sont des données issues de l'essai Déméter et Déméter 2, il a été montré que concrètement, que les patientes avec salpingectomie unilatérale avaient le même pronostic sur la fertilité spontanée à distance. En fait, il est tout à fait possible par une trompe de capter un ovocyte, en embryon plutôt, puisqu'il est fertilisé, euh, issu d'une ovulation contralatérale. Voilà, je vous ai dit en amont que dans 90% des cas, la grossesse extra-utérine était du côté du corps jaune, mais on peut tout à fait faire une grossesse extra-utérine contralatérale. Et donc ces patientes-là ont un pronostic sur la fertilité spontanée qui est le même que pour une patiente qui aurait deux trompes. Et donc si en plus ça peut leur éviter d'avoir une récidive sur la même trompe, voilà, donc je pense qu'aujourd'hui les indications de salpingotomie sont assez confidentielles. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais tenir en 1h15. On va prendre encore quelques questions.
C'était donc on a traité la question des grossesses arrêtées, des grossesses de localisation indéterminée et des grossesses extra-utérines. Vous avez compris que les enjeux étaient parfois difficiles sur le plan à la fois diagnostique et sur le plan de l'information qui est délivrée aux patientes. Hors situation d'instabilité hémodynamique, on a toujours le temps de se poser pour porter un diagnostic. Il faut vous faire aider, il ne faut pas hésiter à reconvoquer les patientes, parfois à court terme, toutes les 48 heures si c'est une grossesse de localisation indéterminée. Parfois plus à distance, quand c'est une grossesse arrêtée, ou en tout cas d'évolutivité indéterminée. Et si la patiente est stable et qu'elle a besoin de temps aussi, il faut savoir lui donner du temps. Certaines situations nécessitent une observance très importante, notamment dans le cadre de la grossesse de localisation indéterminée et de la grossesse extra-utérine. La non-observance peut modifier la prise en charge. Et puis évidemment, c'était le premier mot de secours et ce sera le mot de fin, il faut avoir une attitude empathique. Quand vous allez être sur vos secteurs d'urgence, ou en consultation, peu importe, vous allez être en première ligne et vous êtes un peu la vitrine de vos services. Et si les choses ne sont pas faites correctement, les patientes peuvent considérer, avoir été victimes de violences obstétricales et gynécologiques. Je lâche le mot en fin de cours. Voilà, donc il faut se former. Ça passe par des cours théoriques comme ça passe parfois par des ateliers de simulation. N'hésitez pas à solliciter vos terrains de stage, les responsables de vos terrains de stage pour faire les choses. On voit qu'il y a de la demande, je le vois dans les questions. Et d'ailleurs, je vais prendre les 3 dernières questions, et ensuite on pourra avoir, une discussion plus large. Il n'y a plus de délai, c'est ça, avant une nouvelle grossesse, avant avec prise de méthotrexate, ben, les recommandations, c'est, je vais les regarder en temps réel parce que, je veux que vous ressortiez avec les idées très claires et là, j'ai un tout petit doute sur le méthotrexate comme les choses évoluent, assez rapidement. La fiche, CRAD du méthotrexate est ici. Touc, 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 touc. Méthotrexate et grossesse. Méthotrexate, quel, délai entre, tac, je vous renvoie un peu de biblio aussi, que vous pouvez reprendre ici. Heu, conception, nin 3-4 heures, s'assurer. Si le méthotrexate est arrêté dans 3 mois qui précèdent la conception, aucun effet tératogène n'est décrit. Touc, touc, touc. Non, je l'ai plus ici. Bon, je vais refaire juste un tour de biblio. Comme les recommandations sont extrêmement variables, je vais vous donner une information très claire par la suite. Je prends juste la question d'après. Dans le traitement médical d'une grossesse extra-utérine, puisque le risque de rupture tubaire persiste, on peut proposer un arrêt de travail en fonction de leur activité. On peut proposer d'emblée sur la première semaine, devant le risque et la surveillance rapprochée. Rien ne vous empêche de proposer un arrêt de travail. Ça me permet de vous transmettre une information que j'ai pas mis dans le diaporama de cours sur les grossesses arrêtées notamment. Le législateur a mis en place un arrêt de travail spécifique, sans délai de carence, pour les patientes avec grossesse arrêtée au premier trimestre. Donc il faut leur proposer. Attention, certaines patientes refusent l'arrêt de travail sans délai de carence, parce que même si le motif n'est pas mentionné, comme il s'agit d'une dérogation, les employeurs, voyant un arrêt de travail sans délai de carence, comprennent immédiatement que la patiente était enceinte. Donc il faut proposer un arrêt de travail, mais il ne faut pas vous offusquer si elles ne le prennent pas ou si elles ne prennent pas l'arrêt sans délai de carence. Question d'Ariane, pouvez-vous répéter le bilan préméthotrexate? Numération formule sanguine plaquette, bilan hépatique, fonction rénale, créatininémie. Voilà. On a fait le tour des questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vais vous faire remonter avec le diaporama de cours les recommandations du CRAT sur la durée, la durée de contraception recommandée pour clarification avec l'ensemble des sociétés savantes. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Mais de rien. Je suis en train de créer pour les internes les formulaires d'ailleurs pour, que vous nous fassiez le retour de la journée. J'essaierai de le mettre en ligne avant le prochain cours. Les remerciements se Oh là succèdent là, quand même. Quel c'est succès! On sympa. va tous
réinviter Je l'année sens prochaine. je sens que je vais être réinvité, ouais. Ah ouais, c'est ça, exactement. Si ça t'embête pas de m'envoyer la dernière version, Ouais, bien sûr, mais je vais rajouter 3 diapos dessus justement pour compléter. Je vais rajouter le bilan préméthyltrexate pour que ça apparaisse bien clairement. merci beaucoup. Je vais rajouter le formulaire pour l'arrêt sans délai de carence et la durée de contraception. Eh ben, génial, je te remercie beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Et donc, je vous invite à faire une petite pause. On reprend normalement à 15h45 avec le cours sur, diabète et grossesse, diabète gestationnel. Et en attendant, je vous prépare le Google Form pour que vous puissiez, nous faire part, voilà, de ce que vous pensez un petit peu de tous les cours de la journée. Je vous mettrai le lien dans le chat, je suis en train de le préparer. À tout de suite.